Bonjour, on se trouve aujourd'hui pour parler d'une des armes les plus connues au monde, le RPG-7. Mais avant de se lancer dans l'histoire de ce lance-roquette, ou plus précisément de ce lance-grenade propulsé par roquette, mais nous reviendrons sur la terminologie un peu plus tard, je tiens à remercier le musée de la cavalerie de Saumur qui me permet de vous le présenter, donc n'hésitez pas à leur rendre visite si vous êtes dans le coin. Un grand merci également à mes tipeurs qui me permettent de faire tous ces déplacements, donc n'hésitez pas non plus à les rejoindre si vous le pouvez. Ce RPG-7 est sans doute une des armes les plus célèbres à cause de sa grande présence dans les différents conflits armés dont certains sont toujours d'actualité. Et c'est une arme qui a été utilisée à partir des années 1960, mais on va d'abord parler de son développement qui, lui, date du dernier conflit mondial. L'URSS, comme la plupart des belligérants, que ce soit l'Allemagne, la Grande-Bretagne ou les États-Unis, avait débuté des recherches pour concevoir une arme anti-char portative. Des projets d'armes utilisant des charges creuses avaient débuté dans les années 30, mais elles sont restées sans suite. Et en 1942, on finalise le lance-roquette SPG-82 qui sera adopté 2 ans après. Cependant, l'arme est beaucoup trop encombrante car elle pèse 38 kg et elle mesure un peu plus de 2 mètres de long. En plus, elle devait être déplacée sur un affût avec des roues. Mais ce qui va véritablement lancer le début de la série des RPG, c'est le Panzerfaust allemand. Il va servir en quelque sorte d'inspiration pour les ingénieurs soviétiques. L'URSS ne va pas véritablement copier l'arme allemande, car les RPG devaient être des armes réutilisables, contrairement au Panzerfaust. Cependant, les soviétiques vont s'inspirer d'une partie du mécanisme du Panzerfaust et des plans du Panzerfaust 250 qui étaient en développement. Ainsi va naître le premier RPG, désigné LPG-44, puis RPG-1 en 1945. C'est un lanceur qui est simple, léger, mais qui sera rapidement abandonné à cause de sa faible portée et du manque de puissance de son projectile PG-1. En 1948, on obtient le RPG-2, bien plus proche de notre RPG-7, et qui sera employé par l'URSS bien sûr, mais également par la Chine, le Vietnam et la Corée du Nord. Puis, dans les années 1950, l'URSS va chercher à moderniser son RPG-2 pour augmenter sa portée et sa précision. 2 projets vont alors être menés en parallèle, comme souvent dans l'armement. D'un côté, on va avoir le RPG-4 et de l'autre, le RPG-7. Finalement, ce sera l'arme de l'ingénieur Firulin avec son RPG-7 qui sera adopté en 1961 avec son projectile à charge creuse PG-7. Et vous aurez remarqué que j'ai sauté les RPG 3, 5 et 6. Pour les RPG 3 et 5, il y a très peu d'informations dessus. Il semblerait que ces RPG 3 et 5 étaient des projets sur le papier, mais qui n'ont pas atteint le stade de prototype. Pour le RPG 6, c'est une autre histoire. On a volontairement sauté la dénomination RPG 6, car il existait déjà une grenade anti-char de la Seconde Guerre mondiale qui portait ce nom. Mais revenons à notre RPG 7, qui va être fabriqué en masse par l'Union soviétique et également par d'autres pays. Certains le fabriqueront sous licence et d'autres feront de la rétro-ingénierie pour en faire des copies. Ainsi, on a la Chine, l'Égypte, le Pakistan, l'Irak, l'Iran, le Vietnam et de nombreux pays de l'Est qui fabriqueront des RPG-7 ou leurs copies. Ces armes ont participé à tous les conflits depuis leur introduction et ces RPG sont toujours utilisés aujourd'hui. Les points forts de cette arme sont sa simplicité d'utilisation et sa polyvalence, car des dizaines de grenades différentes ont été conçues pour que ces armes puissent être employées contre les blindés, ce qui était leur rôle initial, mais également en antipersonnel ou contre des bunkers avec le développement de munitions thermobariques. Et lors de la guerre du Vietnam, les forces nord-vietnamiennes se servaient également de ces armes contre les hélicoptères, bien que le projectile ne soit pas guidé. Ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils se mettaient à plusieurs avec différents RPG afin de tendre des embuscades aux aéronefs américains. Et en 1968, une version pour les troupes parachutistes a été adoptée avec les RPG-7D. Et la caractéristique principale de cette variante est sa capacité à se démonter en 2 parties pour rendre le lanceur plus compact. Dans les années 70, on va encore moderniser le RPG-7 avec les RPG-7V capables d'être équipés d'une lunette infrarouge, puis le RPG-7V2 qui est toujours commercialisé aujourd'hui. Les États-Unis ont également conçu une version désignée PSRL. Cette version est conçue par l'entreprise Airtronic en 2009. Et c'est une version un peu modernisée avec des rails Picatinny sur le côté. Et ces RPG américains n'ont pas pour objectif d'équiper l'armée américaine, mais plutôt d'être exportés auprès de pays qui disposent déjà de stocks de munitions destinés au RPG-7, car l'arme américaine reste compatible avec les anciens projectiles.
Avec le nombre de variantes produites, il est assez difficile de connaître le nombre précis de RPG-7 fabriqués depuis 1958, mais il est fort probable que ce soit plus de 10 millions de ces armes qui ont été produites. Et maintenant, regardons ce RPG-7 de plus près pour mieux comprendre comment il fonctionne. Le RPG-7 est composé d'une part du lanceur qui mesure 95 cm et il pèse 6,3 kg. Et on a également son projectile, en l'occurrence une grenade PG-7S. Le projectile qui a été le plus fabriqué est la munition PG-7M, qui est la variante la plus produite, car ça fait depuis 1969 qu'elle est fabriquée. La manière dont fonctionne le RPG-7 est assez intéressante, car la propulsion va se faire en deux temps. Premièrement, on va avoir une mise à feu de la charge propulsive contenue à la base de la munition, et pour cette mise à feu initiale, l'arme fonctionne comme un lance-grenade sans recul, et c'est un concept qui est similaire à celui du Panzerfaust. Une fois le projectile sorti du tube, on va avoir un moteur fusée qui va prendre le relais. D'ailleurs, on peut voir les différentes tuyères ici. Et quand le projectile va sortir, on va avoir deux paires d'ailettes qui vont automatiquement se déployer afin de stabiliser le projectile. Cette première mise à feu va se faire vraiment de manière classique, car on a en fait une amorce à la base de la munition, normalement qui est située ici. Et cette amorce va être activée par un percuteur, comme sur une arme à feu standard. Pour préparer le tir, on va évidemment mettre une munition dedans. Elle va s'indexer grâce à cette petite encoche à l'avant du tube. On peut alors désactiver la sûreté, et on a un marteau qu'il faut armer. Et là, on peut voir notre percuteur qui est ici. Et donc, on va faire feu. On va évidemment relâcher le marteau qui va frapper le percuteur et engendrer la mise à feu. Pour tirer, on pose le lanceur sur l'épaule et on peut attraper les deux poignées verticales. D'ailleurs, la seconde poignée verticale est uniquement sur les RPG-7. Ses prédécesseurs en étaient dépourvus. La visée va s'effectuer soit via des organes de visée rabattables, soit grâce à l'optique PGO7 avec son grossissement de 2,7 fois. Et le réticule de la PGO7 va faire office de télémètre pour juger les distances avec une sorte de tableau qui est gravé sur l'optique et qui va nous permettre de compenser la trajectoire des différentes munitions. À l'arrière, on peut voir le fameux cône à l'arrière du tube pour dissiper les gaz de propulsion. Et lors du tir, il faut s'assurer qu'il n'y ait personne derrière dans une zone d'environ une dizaine de mètres. Un des gros avantages de cette arme, c'est la polyvalence des munitions. Car contrairement à un lance-roquette classique, dont l'ogive doit absolument avoir le diamètre du tube, pour l'RPG c'est différent. La seule contrainte de diamètre est pour la charge propulsive. L'ogive, elle, peut varier car elle est située à l'avant du tube. Ainsi, on a une variété de munitions très importante, avec des munitions à charge creuse, dont certaines en tandem, comme le PG-7VR, des charges à fragmentation avec l'OG-7V, ou thermobariques avec les TBG-7V. Il existe ainsi des dizaines de munitions différentes, et on peut même trouver une sorte d'adaptateur pour tirer une cartouche de 7,62 par 39 mm afin de s'entraîner. Et cette pseudo-roquette est désignée dispositif PUS-7. En soi, le mécanisme du RPG-7 est très simple, car c'est techniquement une arme simple action. On a notre marteau et notre percuteur ici. Quand on appuie sur la queue détente, on va soulever la gâchette ici, et le marteau va partir frapper le percuteur sous la pression d'un ressort. La charge propulsive va alors se déclencher, et le projectile va sortir du tube. Une fois sorti, les ailettes vont se déployer, puis le moteur va se déclencher. Sur une munition comme la PG-7M ou PG-7S, l'explosion va se faire au contact, et si aucun contact n'est effectué pendant environ 5 secondes, l'engin s'autodétruit. La portée maximale de ces RPG-7 est d'environ 700 mètres, mais la portée pratique est, elle, aux alentours des 300 mètres. Même si le RPG-7 ne peut pas rivaliser avec des lance-roquettes modernes avec des projectiles guidés, il n'en reste pas moins une arme extrêmement efficace. C'est une arme qui est simple et facile d'utilisation, et grâce à sa variété de munitions, on peut l'employer dans de nombreuses conditions.
Son faible coût et sa facilité d'entretien sont en partie les raisons pour lesquelles ces armes sont encore très utilisées, et il est à parier que ces RPG vont continuer à être utilisés pendant de longues années. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura permis d'en savoir un peu plus sur ce célèbre RPG-7. Merci encore au Musée de la Cavalerie de me l'avoir confié pour le filmer. Je vous invite, comme d'habitude, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et si vous le souhaitez, à soutenir mon travail grâce au Tipeee en description. Sur ce, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo.